Marguerite Stern, bonjour. Bonjour. Dora Muto, bonjour. Vous avez co-signé cette enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'appelle Transmania aux éditions Magnus. L'afficheur Jean-Claude Decaux vient d'annoncer avoir retiré les affiches publicitaires du livre parce que ça a déplu à la mairie de Paris. Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a demandé à l'opérateur de retirer ces affiches car il juge votre livre transphobe et complotiste. Alors Jean-Claude Decaux s'est exécuté. Bon, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre qui déplaît tant à la mairie de Paris, Dora ? Eh bien, on dénonce une idéologie dont, en fait, ils font la promotion. Parce que le problème, c'est que la mairie de Paris finance un certain nombre d'associations transgenristes qui font, entre autres, la promotion des bloqueurs de puberté. Bloqueurs de puberté qui sont absolument dangereux pour les enfants et qui ont des conséquences absolument irréversibles. Ce livre dénonce en fait aussi la censure. Et, en fait, ils sont en train de prouver tout ce qu'on est en train de dire dans ce livre, c'est-à-dire ce phénomène de censure et de violence vis-à-vis de toute personne et de toute femme aussi qui s'oppose à l'idéologie transgenre pour de très bonnes raisons. On n'a pas très envie, notamment aux Jeux Olympiques qui arrivent, d'avoir des hommes dans les compétitions sportives de femmes, par exemple. C'est quoi l'idéologie transgenre, Marguerite ? Oui, justement, c'est ce qu'on nous reproche beaucoup. On nous reproche de parler d'idéologie. En fait, le livre est une démonstration, tout le livre est une démonstration du fait que c'est une idéologie, justement. La définition d'une idéologie, en fait, c'est une doctrine philosophique, politique, qui vient modifier les comportements individuels et collectifs. Et donc, voilà, c'est ce qu'on montre dans le livre. En fait, l'idéologie transgenre, elle s'est infiltrée dans absolument toutes les sphères de la société. La sphère politique, bon, là, on en a la démonstration quand même totale. Les sphères universitaires, à l'école, dans les sports, dans les médias. Donc... C'est vrai que dans les médias, on parle d'hommes enceintes, on parle de non-binaires, on parle de vouloir changer de sexe, notamment chez les adolescents, naître dans le mauvais corps. Mais ça existe aussi. On peut naître dans le mauvais corps, non ? Alors, naître dans le mauvais corps, c'est une contre-vérité scientifique. Enfin, c'est un abus de langage. En vérité, ça n'existe pas. On est dans voilà, ça n'existe pas. C'est comme changer de sexe, en fait. C'est un abus de langage. Le sexe, chez l'être humain, est immuable. Voilà. Naître dans le mauvais corps, c'est une croyance. C'est comme une croyance religieuse. On a le droit de croire ce qu'on veut, mais on peut pas l'imposer à tout le monde. C'est ça le problème. Là, il se comporte comme dans un culte. Ce qui vous inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants, des adolescents qui veulent changer de sexe, entre guillemets, et que finalement, les adultes accompagnent dans cette volonté. On apprend même que y a des expérimentations à l'hôpital. On apprend même que la Sécu peut rembourser aussi des opérations. Oui, exactement. Oui, sur les enfants, oui, nous on parle d'expérimentation médicale parce que c'est les conclusions en fait de chercheurs, par exemple de médecins en Suède, la Suède a été un pays précurseur dans les transitions de genre. On peut pas les accuser d'être transphobes, ça, mais maintenant en fait ces médecins reviennent en arrière et disent attention, ces traitements-là qu'on donne aux enfants, et on donne ça aux enfants dans les hôpitaux français. C'est quoi comme traitement ? Ça doit être considéré comme de l'expérimentation médicale sur des enfants. Les traitements, c'est donc des bloqueurs de puberté. C'est quoi un bloqueur de puberté ? Alors un bloqueur de puberté, c'est une molécule qui va stopper la production d'hormones sexuelles responsables de la puberté. On donne ça à des enfants qui ont des problèmes hormonaux avec une puberté précoce, mais normalement pas plus de 2 ans. Or, dans le cadre d'une transition, on donne ça aux enfants pendant 6 ans. Donc c'est par exemple une fille qui veut devenir un garçon ? Voilà, c'est et ça bloque quoi alors précisément ? Alors ça bloque le développement sexuel, donc ça fait qu'à l'adulte en fait, ces petits enfants-là deviendront des eunuques, leur fonction, ils seront infertiles, impossibilité d'avoir un orgasme. D'accord. Et puis c'est irréversible parce il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. En tout cas, ça a des conséquences importantes sur la santé. Voilà, et je veux juste rajouter sur les conséquences très importantes sur la santé des enfants, ça détruit le squelette. Et puis ça empêche le développement du cerveau. Ah bon ? Voilà, donc... Ostéoporose. Et ça a été étudié, ça ? Bien sûr. Ça, il y a des preuves cliniques. Ouais. Il y a un jeune garçon qui a 15 ans qui a pris des bloqueurs de puberté pendant une partie de son adolescence. Aujourd'hui, il ne tient plus debout. Mais pourquoi on fait la promotion de tout ça si c'est dangereux, si c'est aussi grave ? C'est pourquoi des responsables politiques financent ces associations ? Pourquoi finalement les médias sont assez complaisants, entre guillemets, certains médias avec tout ça, avec ce phénomène ? Oui, bien sûr, c'est un lobby. Il y a énormément d'argent injecté pour faire la promotion de la notion d'identité de genre. Il y a LGBT Funders qui a fait un rapport qui explique qu'il y a 36 millions qui ont été injectés en 2022 pour faire la promotion de l'identité de genre, les faire rentrer dans les lois.
Donc il y a un certain nombre de multimilliardaires qui financent cette idéologie. Il y a John Stryker de la Stryker de la Stryker Corporation qui a créé une fondation qui s'appelle l'Arcus Foundation où il injecte plus de 30 millions de dollars par an pour faire la promotion de la mouvance LGBT et notamment de l'identité de genre. Et par exemple, lui, pour vous donner un exemple très concret, il va financer l'American Psychological Association, qui va ensuite, en fait, expliquer aux psychologues comment il faut traiter la dysphorie de genre. Donc en fait, cet argent-là a un impact très direct. Il y a aussi Jennifer Pritzker qui est héritier des hôtels Hyatt, qui est une personne qui a transitionné, qui est très proche de la famille, de familles politiques comme la famille Biden, la famille Obama, etc. Et ils ont une véritable influence extrêmement forte. Ils financent aussi des programmes dans les universités qui font la promotion du transgenrisme. Ils financent des hôpitaux qui font transitionner les enfants. Enfin, il y a un impact financier. Ça part dans tous les sens, en fait. En fait, oui. C'est ce qui est grave, ce que vous êtes en train de me dire, enfin, ce que vous êtes en train de nous raconter, ce que vous avez écrit dans votre livre, c'est que malheureusement, il n'y a plus rien qui est surveillé, qui est contrôlé. Ça va dans tous les sens. Il n'y a aucun projet de loi qui arrête ça. Alors si, justement, nous, on est quand même contente parce qu'on trouve que la France réagit vite là et qu'il y a un projet de loi, justement, là, ça a fait un peu scandale. Excusez-moi, madame, mais quand les sénateurs, les républicains ont proposé un projet de loi pour interdire les transitions médicales pour les enfants. Donc ce sera examiné, on sait, dans quelques semaines. Est-ce que la majorité va actuellement, il n'y a rien. On espère vraiment parce actuellement, il n'y a rien. Ça devrait arriver. Donc l'idée, c'est d'interdire la transition de genre pour les enfants. Et la sécurité sociale, quel est le rôle de la sécurité sociale dans tout ça? Eh bien, la sécurité sociale rembourse une partie. intégralement les transitions aujourd'hui, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'à hauteur... Et après, quand tu tapes ton cerveau contre le sol, ils te disent pour des mineurs. Oui. Quand un homme transitionne pour devenir une femme, on a calculé que c'est à hauteur de 100 000 euros. Et ça, c'est la fourchette basse. Est-ce que c'est la Sécu de rembourser ça? Dites pas que c'est les mineurs, parce que là, non, il y a une confusion. Ce sont bien pour les majeurs. Non, attention, les mastectomies de gamines de 16 ans, ça existe en France, d'accord? C'est-à-dire qu'on retire les seins d'enfants de 16 ans. C'est intégralement pris en charge par la sécurité sociale, d'accord? Oui, ça arrive dans nos hôpitaux publics. Alors malheureusement, on n'a pas tous les chiffres, mais par exemple, on sait qu'à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en 10 ans, ils ont retiré les seins à 30 gamines de plus de 16 ans. Donc, il y a en plus de ça, 18 unités hospitalières de ce même type en France. C'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Parce que une mineure qui peut avoir pour X raisons des problèmes d'identité. Le problème, c'est qu'une fois qu'on s'est coupé les seins, la question des mineurs que vous soulevez dans votre livre, la question des mineurs que vous soulevez dans votre livre, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on voit bien pour les enseignants à l'école les coups de boutoir de ces associations LGBT et qui passent d'abord par une première chose, et vous le soulignez très bien, c'est l'inversion du régime de vérité. C'est-à-dire qu'on renverse systématiquement. Et ça commence par le langage. Et c'est en ça que vous avez tout à fait raison. C'est typique des régimes, et je vais très loin et je le dis, c'est typique des régimes totalitaires. Oui. Quand vous commencez à dire qu'une femme, c'est une personne à menstruation, quand le vagin, on doit appeler ça le trou du devant, quand le pénis de femme, c'est pour les femmes, les hommes qui n'ont pas encore fini leur transition, qui ont encore un sexe d'homme, mais qui se considèrent comme une femme, il faut dire qu'elles ont un pénis de femme. D'accord? C'est même comme ça que ça a commencé, le harcèlement vous concernant. Oui. C'est le lait de personne allaitante, pour parler du lait maternel. Et le fait que, bien sûr, comme je le lis dans le sidérant lexique trans du planning familial, sur la définition de sexe, il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre. D'accord. Donc, en fait, il y a femme, homme, et puis il y a toute une dégradation. Alors, il y a un peu femme, un peu homme, un peu homme-femme, un peu ni homme ni femme. Je veux dire simplement, nous dire que c'est scientifiquement admis, c'est se foutre du monde. Et je veux juste vous poser une question. Vous soulignez dans votre livre le fait que les jeunes filles et ados sont les plus ciblées aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu aussi l'augmentation très significative et très inquiétante du cas des personnes avec autisme Asperger? Oui. Qui sont de plus en plus ciblés par justement le lobby LGBT. Oui, on sait que par exemple à la clinique du genre Tavistock, qui a fermé à cause de dérives graves, il y avait 30% des jeunes patients accueillis qui étaient autistes, contre 2% dans la population générale. Donc les jeunes autistes sont surreprésentés au sein de la population trans. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes personnes qui ont du mal à s'intégrer socialement et qui donc cherchent une communauté, parce qu'il faut le dire aussi, la communauté trans en fait, Vous
dites, il y a même un côté un peu sectaire. Religieux. Exactement, il y a une forme d'embrigadement, c'est-à-dire que... le genre, c'est de la croyance, parce que c'est pas biologique. L'embrigadement dans le sens où on désigne donc un ennemi commun à abattre. Oui. Vous en avez deux sur votre plateau. Donc voilà, ça crée une forme de cohésion, avec des systèmes de harcèlement en meute. On vous isole de votre famille. Vous êtes harcelé, là, vous subissez vraiment des pressions en ce moment. Mais depuis 4 ans, on subit des pressions extrêmes. Je veux dire, on a tout perdu en disant une chose toute simple, c'est une femme est une femelle adulte humaine. Dire ça aujourd'hui est un énorme problème. Vous êtes diabolisé au maximum pour dire une simple vérité. Alors, vous dites, nous observons que les hommes transitionnent davantage pour des raisons pathologiques internes et les femmes pour des raisons externes induites par l'entourage. Et que les femmes, par exemple, qui se déclarent soudainement trans, font cela aussi parce que c'est une façon de rejoindre une communauté. Oui, en fait, il y a 10-20 ans, les personnes qui transitionnaient, c'était davantage des hommes de plus de 40-50 ans, qui ressentaient une vraie dysphorie de genre. Aujourd'hui, on observe qu'il y a un phénomène de contagion sociale chez les adolescentes. En fait, elles sont victimes d'une... Voilà. Tout simplement, elles sont dans une recherche identitaire, dans une forme d'imitation. Il y a aussi ce truc qu'on veut être cool à l'école parce qu'en fait, dès qu'on fait son coming out trans, on est célébré sur les réseaux sociaux. On est placé aussi en haut de la pyramide des oppressions parce qu'on est trans. Et donc, être en haut de la pyramide des oppressions... Mais dysphorie de genre, ça existe ou pas ? Oui, ce sentiment-là existe. Le fait d'avoir l'impression de pas être dans le bon corps, ça fait partie de la dysmorphophobie. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec leur identité corporelle et la dysphorie de genre en fait partie. Mais la dysphorie de genre, c'est une sorte de grande ombrelle et on regarde pas trop ce qu'il y a derrière. Et il y a certains tabous derrière, notamment certaines paraphilies sexuelles que certains hommes ont. Ça veut dire quoi ? C'est quoi précisément ? Une paraphilie sexuelle, on peut dire que c'est une forme de déviance sexuelle, une sexualité un peu qui diffère de la norme. Et certains hommes sont touchés par ce qu'on appelle l'autogynéphilie. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui ont un orgasme seulement s'ils se projettent dans l'idée qu'ils sont des femmes. Donc en fait, il y a des fantasmes sexuels, c'est ce que vous dites d'ailleurs, même pour les femmes. Il y a des femmes qui ont des fantasmes en hommes gays. Certaines transitionnent parce qu'elles ne parviennent pas à accepter leur homosexualité, d'autres le font parce qu'elles se fantasment en hommes gays. Donc c'est pour répondre tout simplement à des fantasmes sexuels que d'ailleurs chacun peut avoir. Fantasme sexuel ou affectif, c'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui vont peut-être trouver que les hommes gays sont plus intéressants, sensibles, beaux, etc. Et comment plaire à un homme gay ? En devenant homme. Ah voilà. Étienne Liebig. Ouais, moi j'ai été très intéressé parce que c'est des débats que j'ai avec beaucoup de copines et copains qui sont profs et puis d'autres qui sont féministes parce que le mouvement féministe, il est pas univoque. On va y revenir sur cette question-là. Et j'ai été très intéressé par toute la partie sur les adolescents, parce que vraiment, je trouve que, comme tu l'as dit, phénomène de mode, que c'est en plus des gamins les plus fragiles, ils sont en quête d'identité, ils pourraient très bien aller vers la religion, et ils vont vers... certains, ils vont parfois. C'est une forme de religion. Ils vont. Donc là, franchement, je trouve que c'est un livre qui est à mettre entre toutes les mains à ce niveau-là, parce que je pense que les parents doivent le lire. Paris, alors. Le livre est à lire parce que les parents doivent quand même être conscients qu'il y a quelque chose qui se joue là, dont ils doivent prendre conscience. Et à mon avis, c'est assez grave en France. Sur la question ensuite de la deuxième partie du livre, qui est plus idéologique, là, moi, j'ai trouvé que vous alliez, que moi, j'ai un peu décroché parce que j'ai trouvé que vous tiriez des conclusions généralistes de fait, parce que en pourcentage, c'est exceptionnel. Vous citez par exemple des mouvements dans une Gay Pride qui s'est passé, je sais plus où il y avait des hommes qui étaient à moitié nus devant des enfants. C'est insupportable, ça existe, mais c'est bon. Dans un pays où un enfant sur 10 est victime d'inceste, je trouve qu'il y a des combats à mener qui sont quand même un peu plus rudes que ça. Donc sur toute la partie alerte, j'ai trouvé ça génial. Sur toute la partie idéologique, j'ai trouvé que vous tiriez un peu sur la corde, quoi. Mais voilà, donc alors, c'est ma réponse, mon ressenti. Voilà. C'est votre opinion. Nous, on pense que justement, ce que vous dites là, pour nous, il y a des choses qui sont pas anecdotiques en fait. Aujourd'hui, il y a quand même un grand mouvement drag queen, drag race, etc. Oui. C'est en télé, voilà.
bon, pourquoi pas. Sur le service public. Et d'ailleurs, les hommes ont le droit de s'habiller en femme, etc. C'est une drag queen qui a alerté, soi-disant, la twittosphère LGBT et qui a fait que Monsieur Grégoire a fait enlever votre affiche. C'est pas anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Surtout que le phénomène drag queen sert beaucoup de paravent pour le mouvement LGBT. Exactement. Et ils viennent te dire, ah non, on n'a rien à voir avec les LGBT. Je dis pas que c'est anecdotique. Je dis qu'en tirer toute une suite idéologique et notamment parce que je veux bien qu'il y ait des lobbies, mais le fait que la mairie de Paris, je pense que c'est plus des lobbies idéologiques que des lobbies. Non, il y a l'industrie. L'industrie médicale. L'industrie médicale, elle se fait du pognon avec les hormones, bien sûr. Bien sûr. Le fait que des élus politiques demandent l'interdiction du livre via une censure publicitaire. Mais ça, j'aimerais en parler. Le marché de la transition hormonale, ça représente 1,6 milliard de dollars en 2022, et ça va croître de 4% jusqu'en 2030. Ce sont des cabinets d'études qui révèlent cela. Donc c'est un vrai marché, je veux dire, ils font du fric. On va continuer d'en parler. Il y a une transsexuelle qui nous a appelé au 3216 qui voudrait dialoguer avec vous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est votre parcours, parce que on aurait pu imaginer un livre écrit par deux réacs de droite, conservateurs, en disant les trans, c'est pas possible. En fait, vous êtes deux féministes plutôt progressistes. Et donc, vous attendez pas forcément sur ce sujet. Oui, en fait, on vient traditionnellement, de la gauche. Vous êtes une ex-fémène. Oui, voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis militante féministe, mais en fait, justement, à partir du moment où j'ai vu que désormais les nouvelles égéries du féminisme, c'était des hommes, donc des femmes trans, mais bon, les femmes trans sont des hommes. Enfin, c'est d'ailleurs le prérequis nécessaire pour être une femme trans, c'est quand même d'être un homme. Ça m'a quand même dérangé que finalement soit ça le sujet central du féminisme, et que les violences conjugales, l'inceste, les mains au cul dans le métro, tout ça à la porte. Pourquoi pour la bite à Robert qui dit qu'il veut s'appeler Catherine. Enfin, non. Moi, je me suis retrouvée dans une situation où je n'ai plus pu travailler. C'est-à-dire que j'avais un compte sexo sur la sexualité féminine qui était suivi par plus de 500 000 femmes. Où je parlais, où je parlais, d'utérus, fausse couche, clitoris, etc. Et à partir du moment où j'ai dit que pour moi, qu'être une femme est une réalité biologique, la communauté LGBT a pourri mon compte et a fait en sorte de faire annuler tous mes partenariats commerciaux. Je les ai tous perdus à tel point ils m'ont harcelé parce qu'il fallait que je parle de pénis de femme, et il fallait que je dise personne menstruée au lieu de femme, sinon allez, Dora dehors. Alors Dora n'est pas dehors, Dora reste ici, Dora Muto avec Marguerite Stern, et on va dialoguer avec ceux qui nous appellent au 3216 dans un instant. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Une transsexuelle sera avec nous dans un instant. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. La suite des grandes gueules sur RMC Story, avec le livre qui fait tant parler, qui est parfois censuré, notamment à Paris, par la ville de Paris. Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, Dora Muto, Marguerite Stern. Alors, ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il y a de la censure, derrière, il y a toujours une réaction positive. Parce que j'ai vu que sur Amazon, depuis que la mairie de Paris a demandé à l'afficheur Deco de retirer les affiches publicitaires du livre, vous avez fait un bond dans les ventes. C'est assez impressionnant. Oui, on est passé 4e des ventes sur tous les livres vendus en France sur Amazon. Donc, on va remercier, malgré lui, l'adjoint au maire. Merci. Après les GG, vous serez numéro 1. Non, mais généralement, de toute façon, la mairie de Paris, quand ils veulent faire quelque chose, c'est toujours le contraire qui se passe. C'est ce que vivent les Parisiens depuis à peu près 15 ans, 10 ans. Alors, nous sommes avec Béatrice qui est avec nous. Béatrice est coprésidente d'une association trans. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous vouliez interpeller directement Dora et Marguerite. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avoue, j'ai écouté, et puis je suis évidemment toute cette actualité, et je suis vraiment consterné par tout ce qui a pu être dit, par la violence des propos. Et quand vous parlez d'idéologie, moi, ça me fait doucement sueur, parce que je me sens pas du tout idéologue. En revanche, j'allais dire, vous. Et moi, ça m'étonne parce que Marguerite Stern, j'avoue que je vous admirais à une époque où vous défendiez en effet les femmes. Notamment, vous avez lancé les collages anti-féminicides. Je trouvais ça formidable. Et puis d'un seul coup,
Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez vraiment dérivé vers l'exclusion, vers le rejet des personnes trans et principalement des femmes trans, ce que je suis. Et moi, je ne comprends pas parce qu'en fait, moi, je m'en fous d'une idéologie. Moi, je suis pas idéologue. Tout ce que j'ai pu entendre quand vous parlez d'une doctrine philosophique, mais pas du tout. Nous, simplement, ce qu'on réclame, c'est d'abord la vérité. Et justement, ce que vous dites, en règle générale, c'est complètement faux. Et d'un autre côté, laissez-nous vivre. On est exactement dans l'idéologie qui a existé dans les années 60-70, où on était contre, enfin où il y avait l'homophobie. Ensuite, c'est exactement la même chose quand on a été contre les IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours, j'allais dire, les réactionnaires, pour qualifier, j'allais dire plutôt l'extrême droite, qui en fait ne supporte pas, voudrait avoir une société de clones en fait, qu'on soit tous pareils. Et nous qui sommes différents, on fait pas ça pour emmerder le monde. Hein. Alors Béatrice, pour que je comprenne bien, vous étiez un homme et maintenant vous êtes une femme, c'est ça ? J'ai toujours été une femme en moi-même. D'accord. Une femme avec un pénis. C'est ça ? Non, pas du tout. J'ai fait une vaginoplastie. Je suis une femme. Et vous l'avez fait quand, votre transition, Béatrice ? Parce que la question aussi, c'est la question de l'âge à laquelle on transitionne, peut-être. Moi, je l'ai fait très tardivement. Voilà. Pourquoi ? Et pourquoi à votre avis, je l'ai fait tardivement ? Parce qu'on pouvait pas le faire. Parce que ça ne se faisait pas avant, tout simplement. Moi, depuis que j'ai l'âge de 4 ou 5 ans, donc c'est dans les années 60, je me sens fille. Intérieurement, je me sens fille. Mais qu'est-ce que ça veut dire se sentir fille ? Monsieur ou madame ? Moi, c'est madame. D'accord. Se sentir fille, moi, je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderais pourquoi vous êtes... parce que moi, je peux vous expliquer ce que c'est se sentir une femme, puisque j'en suis une biologiquement. Ou en être une. Moi, je me sens femme depuis... Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'être une femme ? Concrètement, on aimerait des arguments de votre part. Être une femme, c'est quoi ? Demandez à un homme ce qu'est être un homme. Alors, oui, il y en a qui vont dire que c'est le virilisme. Je peux vous faire un dictionnaire sur ça. Non, mais c'est biologique. C'est-à-dire qu'on est un homme parce qu'on est biologiquement un homme. Il y a une réalité matérielle. Mais alors, attendez, madame, quand vous essayez de faire quand vous faites une vaginoplastie, ce que vous essayez d'imiter, c'est bien la biologie d'une femme, on est d'accord. C'est-à-dire que être une femme, il y a quelque chose de concret. Quand vous faites en sorte d'avoir des faux seins et un simili-vagin, vous essayez de... Ça n'est pas des faux seins, j'ai simplement eu un traitement hormonal qui m'a fait pousser mes seins et c'est tout, j'ai pas fait d'opération. Oui, mais votre corps ne produit pas ces hormones naturellement, on est bien d'accord. Et vous pouvez pas faire du lait si jamais vous êtes enceinte, vu que vous pouvez pas être enceinte. Mais en quoi ça pose un problème ? Alors, en tous les cas, moi, j'aimerais répondre sur le fond du propos qui est le fait que... Mais il n'y a pas de problème. C'est juste, vous n'êtes pas une femme. C'est juste ça. Je suis une femme et laissez-nous vivre. Oui, alors, je vais vous répondre sur le fond de votre propos, s'il vous plaît. Laisse vivre, même mesdames. Non, mais attendez. Je veux vous répondre sur le fond du propos. Donc, vous dites, voilà, il n'y a pas d'idéologie, tout ça. Bon, faut lire notre livre, vous informer, voilà. Et après, vous dites que vous êtes simplement une personne trans qui a envie de vivre comme les autres et qui a envie d'être tranquille, tout ça. Alors, nous, on n'est pas du tout contre ça. On considère que les personnes trans doivent pouvoir avoir une vie normale, bien sûr, sans être discriminées, tout ça. Et d'ailleurs, dans notre livre, en fait, on donne le témoignage de 2 personnes trans qui, justement, en fait, en ont ras-le-bol de l'idéologie transgenre parce qu'elles considèrent que cette idéologie les stigmatise, les fait passer pour des folles, en fait, voilà. Et donc, vous faites passer pour des folles. Écoutez, vous avez lu le livre, Béatrice ? Ce sont les témoignages de 2 hommes trans féminins, 2 femmes trans qui se trouvent dans notre livre, qui s'appellent Madeleine et Alexandra, qu'on a rencontrées, qui sont des personnes, elles, tout à fait mesurées, qui disent d'ailleurs que... en fait, elles auraient bien aimé que la médecine leur propose une autre solution que l'opération chirurgicale qu'elles reconnaissent. Enfin, voilà, c'est une mutilation. Et ces personnes-là, en fait. Moi, je le prends pas pour une mutilation. C'est ce que nous disent en tous les cas certaines personnes qui ont transitionné, qui ne sont pas d'accord avec vous. Chaque personne trans est différente. Pourquoi vous voulez tous nous rassembler ? On est tous différents. On est très minoritaires d'ailleurs à faire des opérations chirurgicales. Très on est très minoritaires. Ouais. C'est les associations trans justement qui veulent généraliser et qui ne veulent pas reconnaître l'individualité. Si, bien sûr que si, puisqu'ils parlent pour tous les trans. Alors merci Béatrice d'avoir appelé. Pour tous les trans. Béatrice, merci d'avoir appelé. Vous avez lu le livre ? Non, parce que Alors, est-ce que vous voulez que je vous l'envoie ?
Ah bah avec plaisir, parce que voilà, je vais vous l'envoyer, parce que comme ça, vous verrez. C'est intéressant de connaître aussi les opinions de. Mais simplement, moi, ce que je veux simplement rappeler en conclusion, c'est laissez-nous vivre, on n'embête mais personne. On vous laisse vivre, il n'y a pas de problème. Vivez tranquille. On a le droit de critiquer une idéologie. On ne s'attaque pas directement à vous en tant qu'individu. Oui. On critique une idéologie dont vous faites la promotion avec peut-être votre association, etc. Mais toujours est-il qu'on vous attaque pas vous. Vous pouvez vivre tranquille. On va pas vous insulter dans la rue. On va pas s'attaquer à vous. Vous le savez très bien. On n'attaque jamais directement des personnes trans. Ce n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera pas. De Dora Muto, Marguerite Stern, autre témoignage, celui de Mélanie. Bonjour. Oui, bonjour. Mélanie est une maman d'un enfant transgenre, c'est ça ? Tout à fait. Qui a 14 ans, qui est à côté de vous, qui écoute l'émission et qui visiblement est hors de lui, c'est ça ? Il est un peu ému. Ouais. Bon, alors expliquez son émotion. Et peut-être qu'il veut prendre la parole. Il n'ose pas. On va essayer. On va voir. On va pas le forcer. Il s'appelle Axel, c'est ça ? Il s'appelle Axel. Alors moi, je vais expliquer factuellement. Il est né Mélissandre. Donc femme, de sexe féminin, on va dire plutôt, et depuis tout petit, c'est évident que c'est un garçon. Il se comporte comme un garçon, et il a décidé de s'assumer vers l'âge de 12 ans et d'être un garçon. Et moi, maman de cet enfant-là que j'aime plus que tout le monde, je le soutiens dans son désir. Donc aujourd'hui, il se fait appeler par un prénom masculin. Mixte. Axel, d'accord. Mais c'est pas écrit parce que Axel, si c'est féminin, c'est avec deux L. Voilà, il n'est pas féminisé. Est-ce qu'il a mis en place une transition ? Non, parce que je suis un adulte responsable. C'est-à-dire que je fais c'est un processus qui est très long, la transition. On commence par voir un psychologue spécialisé. Pour avoir un rendez-vous, c'est environ 1 an. Il y en a très peu. Et après, peut-être, si vraiment... Après sa psychothérapie, c'est vraiment avec l'aide d'un psychologue et d'un collège de médecins. L'aboutissement est d'être un homme. On suivra le processus. Mais c'est quoi des comportements de garçons ? Ce sera la majorité. Attendez, Mélanie. Là, il ne prend aucun médicament, il ne prend rien. Non, rien. C'est quoi des comportements de garçons ? Mais il n'y a pas de comportement. Il a un comportement d'être humain, en fait. Non, si vous avez dit ça, vous avez utilisé cette expression quand il est tout petit. Il avait des comportements de garçon. Le code sociétal d'être un homme, en fait, c'est-à-dire habillé comme un garçon, les cheveux courts, basta. Voilà. Et en fait, nous, en tant que féministes, c'est ça qu'on dénonce aussi. C'est le fait que ça, c'est pas être un homme. Je vais vous expliquer. C'est le fait que justement, il y a des stéréotypes et que être une femme, ce serait avoir un certain goût vestimentaire, exercer certaines professions, aimer le rose, tout ça. Être un homme, ce serait attendez, laissez-moi finir. Donc être un homme, ce serait être un petit garçon, ce serait jouer aux petites voitures, tout ça. On a un peu plus de cerveau que ça, en fait. D'accord. On n'est pas du tout genré dans cette famille. On n'en a rien à secouer. Contrairement à vous, on n'est pas genré. Mais alors pourquoi est-ce que vous parlez de comportements sociétaux masculins ? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous y opposez, je comprends pas. Là où je m'y oppose, c'est que mon enfant n'a pas envie de mettre de jupe depuis qu'il a 4 ans. Et alors on n'est pas obligé de mettre une jupe. Moi, j'ai jamais mis de jupe quand j'étais petite, je détestais ça. Je suis pas un homme. Allez expliquer ça à ses grands-parents du côté de son papa. Mais vous voyez ça, madame, c'est réducteur pour les femmes. En fait, c'est réducteur de dire que, en fait, pour être une femme, pour être une fille, il faut mettre des jupes. C'est pas ça, être une femme, madame. C'est un peu plus compliqué. J'avais dit à Nicolas au standard que moi, ce que je voulais dire, c'est que l'idéologie, quelle qu'elle soit, elle est dangereuse. Et que l'idéologie, elle est partout. Elle est dans certaines associations. Et votre enfant est tombé dedans ? Non, parce que mon enfant, son combat, il le dit et vous ne le protégez pas de ça, madame. C'est votre responsabilité. Je vous interdis de dire ça. Mon enfant est très intelligent. Mon enfant est très intelligent. Son combat, il le mène tout seul. Et il sait qu'il va devoir se battre toute sa vie. Donc, je vous interdis de dire que mon enfant. Non, mais attendez. Vous êtes des fémènes, vous êtes des idéologues. Vous avez eu des grands combats pour les homosexuels, pour les femmes. Je vous salue, mesdames. Par contre, là, contrairement, je ne lirai pas votre bouquin qui me paraît dégueulasse. Je vais lire celui de Caroline Fourest. Parce que ça pourrait sauver votre enfant, justement. Oui, parce qu'il est en danger, mon enfant, c'est vrai. Avec moi, il est en danger, c'est vrai. Mais je lirai celui de Caroline Fourest, qui me paraît un peu plus sensé, un peu plus factuel et beaucoup moins idéologue que le vôtre. Désolée. Voilà, donc merci Mélanie. Merci Mélanie. On voit en tout cas que le sujet est tendu. Merci. De rien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. L'idéologie transgenre chez Magnus. À chacun de se faire une idée en lisant ce livre et surtout pas en censurant la liberté d'expression. Partout dans Paris, dans tous les arrondissements de Paris. Il faut le lire avant de parler. Tous les arrondissements de Paris.